déjà, merci de m'avoir invité donc, à ce webinaire. Je vais vous parler donc d'installation de recharge pour véhicules électriques, des services qui sont associés et notamment, vous l'avez dit, de pilotage énergétique. Alors, quelques mots déjà de la société Easivia. Comme vous pouvez le voir dans le logo qui est au centre de la présentation, c'est une filiale du groupe EDF. Alors, Easivia n'est pas un petit nouveau dans la mobilité électrique. Easivia était présent depuis 1998 sous le nom de Sodetrel. Sodetrel, donc c'est l'ancien nom pendant 20 ans de notre société. Et nous avons changé de nom fin 2018 à l'occasion du plan de mobilité EDF, puisqu'en fait, il y a 3 gros chantiers chez EDF. Un plan stockage, un plan ENR et un plan mobilité électrique. Donc, c'est vraiment très important pour le groupe. Nous avons changé de nom, nous avons changé de dimension, puisque nous étions plutôt une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, nous sommes montés à 90 collaborateurs pour pouvoir répondre à la demande, puisqu'effectivement, même si le gros de la croissance des véhicules électriques est encore devant nous, nous avons déjà une augmentation nette des demandes d'installation de bornes de recharge, puisque les véhicules arrivent notamment dans les entreprises. Alors, quelques chiffres pour définir finalement les 2 grands métiers d'Easivia. Le premier, si on lit l'écran sur la partie inférieure, vous voyez que notre premier métier, en fait, c'est d'être exploitant, d'être opérateur d'infrastructures. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait en sorte que les bornes fonctionnent, soient opérées, supervisées et exploitées. Donc, à ce titre, nous supervisons aujourd'hui 9000 points de charge en France. Et via cette exploitation, nous touchons aujourd'hui 23 000 clients qui utilisent quotidiennement ou de façon hebdomadaire le réseau des bornes. Donc, notre deuxième métier, c'est sur la partie haute du slide, c'est d'être opérateur de mobilité. Un opérateur de mobilité, cette fois-ci, s'adresse aux conducteurs de véhicules électriques. Autant l'opérateur d'infrastructure va s'adresser aux clients qui possèdent des bornes. L'opérateur de mobilité fait en sorte que les conducteurs de véhicules électriques aient une bonne expérience sereine et puissent voyager en accédant à un maximum de bornes. Donc pour cela, on profite de l'interopérabilité qui est mise en place par la plateforme JREV. Nous sommes connectés à tous les réseaux existants, donc c'est plus de 85 réseaux auxquels le pass Easivia donne accès, aussi bien les réseaux de la partie du bas que nous exploitons que les autres réseaux que nous n'exploitons pas. C'est environ 20 000 bornes de recharge aujourd'hui ouvertes et interopérables sur lesquelles on peut se connecter. Et en Europe, puisque nous avons aussi des accords via d'autres opérateurs, là, nous pouvons accéder que ce passe à 100 000 points de recharge. Les 9000 points de charge que nous exploitons, donc là on parle bien d'exploitation technique, se répartissent aussi bien sur le domaine privé que sur le domaine public. Vous voyez à peu près 50-50. Ce slide, en fait, pour vous dire que, vous l'avez compris, avec la brique numéro 2 et la brique numéro 3, nous sommes avant tout un opérateur de service, parce que ces bornes, il ne suffit pas d'avoir des bornes pour brancher sa voiture, il faut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des services. Donc, c'est vraiment le cœur de métier d'Easivia, avec une particularité, c'est que nous développons toutes ces applications, tous ces services en interne. Un gros tiers de l'entreprise est constitué de développeurs informatiques, ce qui fait que nous sommes extrêmement réactifs, déjà de par notre expérience, puisque nous avons ces clients actuels avec les 9000 points de charge supervisés. Nous pouvons interagir avec eux, nous avons un retour d'expérience important. Et également, quand les clients nous font des remarques, avec ces développeurs, nous pouvons corriger le tir et améliorer les applications. Tout ça dans un univers ouvert et normalisé, l'univers de dialogue OCPP, qui permet effectivement de communiquer de façon ouverte dans le domaine des bornes de recharge. Donc l'exploitation, j'en ai parlé, les services, c'est associé, donc au-delà du pass, on en dira juste 2 mots, c'est aussi la faculté de pouvoir trouver facilement ces bornes grâce à une l'appli Easivia, mais aussi grâce à un site internet où on peut localiser les bonnes bornes, quels sont leurs horaires d'ouverture et quel est le tarif de ces fameuses installations. Il ne faut pas oublier la brique numéro 1, donc même si nous ne sommes pas ni fabricants ni installateurs, nous avons un rôle, puisqu'effectivement, pour bien exploiter, il faut déjà à la base bien choisir son matériel. Donc le matériel, en fait, comme nous sommes refusés en fait, à racheter des entreprises de bornes,
nous voulons garder notre indépendance. Nous préférons tester le matériel qui est présent sur le marché. Et nous pouvons le faire grâce à la R&D d'EDF qui met à disposition ces laboratoires. Donc finalement, nous sommes présents sur toute la chaîne de valeur pour faire un projet clé en main au client. Fourniture, excusez-moi pour le café qui tourne derrière moi. Donc la fourniture de bornes, l'installation, l'exploitation et les services associés. Alors, en ce qui concerne les bornes, puisque là, on est quand même dans le sujet du bâtiment tertiaire, pas forcément besoin de grosses puissances. Je pense que c'est important de le dire. Souvent, les flottes vont rester un certain temps dans le parking. Donc, la puissance de recharge au travail de façon assez classique est entre 3,7 et 22 kg. Et globalement, une 7 kg fait office pour recharger les véhicules. Bien sûr, nous avons d'autres choix suivant l'usage, suivant le besoin. Évidemment, quand l'usage est différent, vous voyez les grosses bornes en bas, on a des bornes beaucoup plus massives avec des trappes pour protéger les connexions. Alors que dans la recharge au travail dont je parlais, les modèles des différents fabricants avec lesquels nous pouvons travailler, on les qualifie de wallbox et on peut les apposer sur le mur ou sur un pied. C'est beaucoup plus léger. Troisième type de recharge, on va trouver très souvent en extérieur, en voirie, ou bien dans des centres commerciaux pour des usages plus ponctuels, type station-service. C'est la recharge rapide à plus de 50 kg. Voilà. Mais globalement, je pense qu'aujourd'hui, le sujet, c'est plutôt la recharge au travail, la recharge en univers tertiaire, donc plutôt dans les 3 à 22 kg. Ça, c'était le point que je soulignais tout à l'heure. Nos bornes, donc les bornes des fabricants qui passent entre nos mains, sont testées. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop d'autocertification par les fabricants. Donc, nous souhaitons les tester tout d'abord dans le labo EDF. Donc là, on va tester l'étanchéité, on va les stresser, on va les soumettre à un grand nombre de charges pour vérifier qu'elles soient effectivement efficaces sur la durée et en utilisation intense, parce que la mobilité va augmenter de façon importante. Donc, il faut préparer ces bornes-là à recevoir des recharges beaucoup plus fréquentes. Deuxième type de test concerne la communication, que nous testons cette fois-ci chez nous, dans le laboratoire Isivia. C'est une borne, pour simplifier, sans être trop jargonnant, peut finalement avoir 10 mots ou peut avoir 100 mots. Et effectivement, on fait plus de choses avec une borne qui a plus de vocabulaire, on peut avoir plus de services et on peut surtout piloter, ce qu'on en parlera tout à l'heure, de manière plus efficace. Donc, c'est les services que nous proposons, alors que nous ne sommes pas fabricants, pour avoir un matériel de qualité et bien sûr bien dimensionné, puisque le conseil en dimensionnement, on en reparlera également, est important. Il ne sert à rien de surdimensionner une installation, il faut le faire à la bonne puissance et utiliser le pilotage énergétique pour ne pas augmenter les abonnements. Alors, les services, quels sont les services que nous proposons pour exploiter, pour faire que vos bornes fonctionnent correctement? Il faut savoir que dans cette supervision à distance que nous proposons avec nos applications, 80% des problèmes sont résolus à distance. Donc, l'idée, en fait, c'est de ne pas gêner l'activité du propriétaire du bâtiment, quelle qu'elle soit, et qu'il se concentre sur son activité et que lorsqu'il a des bornes, sur certains qu'elles fonctionnent et que 80% des problèmes peuvent être détectés et résolus à distance. Alors, grâce à quoi? Grâce à un outil, c'est ce que l'on appelle la supervision. C'est un outil qui permet de suivre l'état de vos bornes, de fonctionnement, l'état des charges, le pilotage. L'exploitation, donc ça c'est le côté humain. Donc on a des exploitants chez nous, chez Isivia, qui vont monitorer cet outil, être en quelque sorte le support technique. Et donc ce sont eux qui répondent au téléphone avec une hotline dédiée qui est notée sur la borne. Et la maintenance, ça c'est effectivement c'est les autres 20% des cas. On peut faire de la maintenance curative en déléguant sur place nos mainteneurs lorsqu'on ne peut pas résoudre le problème à distance. Et bien sûr, une maintenance préventive, cela va de soi, une fois par an. Donc là, c'est pour vous montrer quelques écrans de notre outil. Donc, sur la partie de gauche, vous voyez l'accès client, puisque nos clients aiment pouvoir avoir accès à leurs données. Donc, ils ont accès en mode SaaS. Ils peuvent consulter tout l'historique de ce qui se passe sur la borne au niveau de la consommation électrique, au niveau de la durée des charges, des arrêts éventuels, des incidents.
tout est à disposition, tout est ouvert en lecture à notre client. Et ce, bien sûr, à la maille de la borne, de la station, du parc, puisque certains clients ont des réseaux, et le gestionnaire peut vouloir avoir un accès centralisé, donc différents accès possibles. Et la partie droite, c'est la partie du superviseur, de l'exploitant, qui lui va pouvoir déclencher des actions à distance, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. C'est des petits soucis, parfois des trappes qui sont un peu coincées, on les débloque à distance, une charge qui ne se lance pas, on la lance aussi à distance. C'est des problèmes mineurs, mais qui peuvent empoisonner la vie, donc autant pouvoir être débloqués à distance. On parlait de data, je crois que c'était l'objet de la première table ronde. Non seulement un accès lecture immédiat, mais aussi la possibilité sur la gauche, dans le premier type de reporting, pour l'utilisateur de pouvoir extraire sous Excel toutes les données et de pouvoir en faire l'utilisation qu'il le souhaite. Ou alors, de façon instantanée, vous voyez les petits graphes qui permettent de visualiser les différents indicateurs que je mentionnais tout à l'heure. Et puis, une fois par an, on va également pouvoir envoyer cette fois-ci un rapport un peu plus complet, puisqu'on peut avoir accès jusqu'à 100 indicateurs qu'on aura choisi avec l'utilisateur en fonction de ce qu'il souhaite monitorer, sur lesquels on va rajouter aussi des indicateurs de hotline, justement pour voir quel type d'incidents ont pu avoir lieu, quel type de demande, et des indicateurs financiers si les bornes ont été monétisées pour savoir effectivement qu'ont rapporté les bornes, sur quel type de bornes, voilà, une analyse de la monétisation des charges. Ici, c'est pour vous montrer rapidement le type d'offre qui est proposé. Donc, dans le tertiaire, il y a deux types de parking. On a un parking plutôt pour une activité d'entreprise, donc des entreprises qui ont leur propre flotte sur des parkings privés. Et puis, l'autre fiche juste derrière, c'est plutôt pour les entreprises, cette fois-ci, qui ont un parking ouvert au public. Et donc, forcément, les usages de recharge ne sont pas les mêmes. Donc, si on s'attarde sur la première rapidement, vous allez retrouver un peu une synthèse de ce que je vous ai dit de l'installation et de ses services. Si on se positionne sur le parking privé, on voit la petite voiture, effectivement, qu'une entreprise va avoir besoin de se recharger sur son site, mais aussi en itinérance. Donc là, on va parler du pass que je mentionnais tout à l'heure pour pouvoir sortir et se recharger en dehors de l'entreprise. Mais une entreprise, et ça c'est important aussi, si elle veut souvent faire recharger sa flotte, c'est gratuit, c'est souvent un usage, c'est normal, de flotte d'entreprise, mais peut vouloir aussi différencier les services pour permettre soit à ses salariés, soit à des visiteurs de se recharger sur le site. Donc, dans ces cas-là, qu'on peut proposer des niveaux de monétique sur la borne au tarif souhaité, c'est vraiment le client qui décide, de manière à avoir des bornes, certaines en recharge gratuite, d'autres en recharge peut-être un prix préférentiel pour leurs salariés ou encore un autre tarif pour leurs visiteurs. On retrouve sur le pavé de droite ce que je vous disais, on est présent, je pense que c'est important en termes de responsabilité de pouvoir être présent de A à Z pour une installation, aussi bien pour donc conseiller sur les bornes, conseiller sur le dimensionnement, les installer et ensuite fournir ces fameux services de gestion qui font que le client est tranquille et s'occupe de son activité principale. On a mis en option, mais j'en dirai un mot tout à l'heure de façon plus importante, puisque c'était une demande pour cette intervention, une demande donc d'explication sur le pilotage de la recharge que nous offrons effectivement dans ce cas également aux entreprises. Je crois qu'il y avait des questions tout à l'heure qui étaient adressées à mon collègue d'Enedis. Effectivement, ces installations font l'objet de primes à l'ADEME, donc ça s'appelle ça la prime Advenir, et c'est important parce que ça permet de couvrir jusqu'à 40% du devis du matériel installé. Donc, pour un parking privé, c'est 1 000 € de subvention. Je vous donnerai quelques indications, parce que c'était aussi la demande de se dire, c'est environ combien une installation de recharge. On peut avoir 1 000 € et jusqu'à 1 360 €. On rajoute 360 € de prime si la borne est bien pilotée, justement. Donc, c'est important. Donc, pour continuer la notion de prix, c'est une notion, parce qu'effectivement, on comprend très bien qu'on ne vend pas une borne, mais on installe une borne. Donc, il y a des travaux, et suivant la distance au TGBT, suivant si on doit faire du génie civil ou pas, les prix peuvent varier. Mais en moyenne, on peut considérer que
Une fois qu'on déduit cette fameuse prime de 1 360 € en admettant qu'on fait du pilotage, à ce moment-là, votre place a une borne installée avec un point de charge autour de 1 500 € pour une borne de 7 kg, dont j'évoquais tout à l'heure la puissance tout à fait nécessaire. Ce n'est pas la peine de monter à du 50 kg. C'était pour donner une indication de prix au public. C'est souvent une demande qu'on a. Évidemment, on a tout type de bornes et de gamme, mais c'est un cas assez fréquent que je vous expose là. Les services, c'est pareil. L'idée, c'est de donner des idées. On est comme dans les télécoms, c'est des systèmes de forfait, alors pas par abonnement cette fois-ci, mais par appareil, mais par borne. Donc, pour 10 € par mois par borne, on retrouve les services que je vous mentionnais, donc l'outil de pilotage développé et entretenu par Esivia, avec des reportings donc standards, la fameuse hotline technique qui permet de dépanner avec 7 jours sur 7, et votre accès quand même sécurisé par pass. Même si l'accès est gratuit, on est bien dans le cas de flotte, on sécurise l'accès par pass. Et pour 15 € par mois, donc 5 € de plus, exactement les mêmes services, mais en plus, la monétisation des bornes, l'introduction de grilles de facturation et la collecte par Esivia de ces sommes et le reversement, bien entendu, à l'entreprise. Voilà, donc je ne veux pas aller plus loin, je vous montre juste que pour les grandes et moyennes surfaces, donc autre type de bâtiments qu'on peut trouver dans le tertiaire, cette fois-ci les besoins sont différents, on n'est pas sur des flottes, on est sur un service de recharge pour les clients. Donc souvent c'est pour les fidéliser, voire les attirer si dans la périmètre géographique de Chalandise il n'y a pas trop de bornes. Un concept un peu nouveau aussi qu'a commencé à évoquer tout à l'heure mon collègue, c'est l'interopérabilité des bornes. Quand on est en entreprise, souvent on n'a pas très envie que des étrangers puissent rentrer dans l'entreprise, c'est-à-dire souvent c'est sécurisé, donc on n'a pas besoin de rendre ces bornes accessibles au grand public, donc ce n'est pas interopérable. En revanche, pour des commerces, c'est l'inverse. On souhaite que les bornes soient interopérables pour attirer de nouveaux clients. Donc, c'est aussi un service, on le met en place pour le client. On connecte ces bornes au grand réseau que je mentionnais tout à l'heure de 20 000 points de charge aujourd'hui ouverts et interopérables au public. Et puis aussi une petite différence pour ce type de clients, c'est qu'ils sont soumis à la loi LOM, en tant que parking ouvert au public, et je ne reviendrai pas dessus puisqu'Alexandre l'a parfaitement expliqué. Vous avez donc des obligations sur le neuf de 5% de prééquipement, sur l'existant c'est un petit peu plus fort. Voilà. Je crois que j'ai tout dit pour ne pas prendre trop de temps sur ces typologies, ces différents types de services suivant les usages et suivant le type de client. Donc, j'en viens au pilotage, donc, qui est un des services, je rappelle, qui permet de maximiser la prime advenir. Alors, vous avez, je dirais, ici, on ne parlera pas d'interaction avec le réseau. C'est un autre type de service qui est là pour rendre service au réseau. Là, on va parler de pilotage qui se situe au niveau du bâtiment. Donc, soit il est statique, c'est-à-dire que, mettons par exemple que la puissance, l'abonnement soit de 36 kg, que de par les usages du bâtiment, on s'aperçoit que sans souci, on peut avoir à disposition 20 kg, et bien on va limiter sur un ensemble de bornes le rechargement à 20 kg. Ça, on va le fixer, on va le monitorer et on va répartir, en fonction du nombre de voitures qui veulent se charger, on va répartir ces 20 kg sur la grappe de bornes. J'ai un petit schéma juste derrière qui permet peut-être d'être plus clair sur l'explication. Mais ça évite effectivement, ce que j'ai tout à l'heure, quand on sait que les bornes ne sont pas forcément toutes utilisées en même temps, de prendre tout simplement la puissance de la borne, de la multiplier par le nombre de bornes et d'arriver à des demandes de raccordement chez Enedis qui n'ont pas lieu d'être. Donc, c'est pour ça qu'on propose ce système de pilotage qui prend en compte les besoins du bâtiment. Il y a quand même des relevés pour voir la puissance max qui a été consommée. Et donc, on peut lisser ensuite cette puissance disponible. Grâce à un algorithme, en fait, on a un petit ordinateur qui s'appelle un proxy, qui est à côté des bornes. Et cet ordinateur, donc avec son algorithme, va lisser entre les bornes, suivant la façon dont elles sont appelées, va lisser la charge. Quand on parle de dynamique, c'est que cette fois-ci, on ne va pas fixer, par exemple, à 20 kg, on ne va pas fixer, on va en fait s'adapter aux consommations du bâtiment.
Et là, en écoutant et en enregistrant toujours avec le proxy en temps réel les consommations du bâtiment, même chose, on va lisser et donner la puissance disponible et la lisser au sein du groupe de bornes. Et donc le troisième niveau, dont je ne parle pas là, mais qui existe, hein, c'est aussi un pilotage avec le réseau. Donc on appelle ça soit le véhicule to grid. Donc soit la voiture décharge simplement quand le réseau en a besoin, soit elle est aussi capable de répondre à des appels du réseau dans l'autre sens. Quand c'est bidirectionnel, on parle de V2G. Un petit schéma pour bien visualiser ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, vous avez la ligne du haut, les petites voitures là, qui sont bien rangées. Il n'y a pas de pilotage énergétique, donc les deux voitures qui viennent d'arriver là n'ont pas de puissance. Ce sont les premières qui sont arrivées qui prennent toute la puissance. On met un proxy, on pilote, et donc la puissance qui est disponible, qui a été fixée, eh bien, elle va être répartie avec notre algorithme. Vous voyez qu'il y a un peu moins d'énergie à chaque fois, mais c'est juste, c'est réparti entre toutes les voitures et tout le monde peut se recharger. Voilà, et il y a aussi d'autres possibilités, parce qu'on fait beaucoup de choses avec les commandes, avec les algorithmes. On peut aussi décider, on lisse, certes, on veut servir tout le monde, mais on veut aussi prioriser un véhicule. Voilà, c'est l'exemple de la troisième ligne. Il y a un véhicule qui doit tout le temps être prioritaire. Je ne sais pas si c'est hiérarchique ou si c'est un usage qui est prioritaire. Cet véhicule doit toujours être plein. Donc voilà, on peut tout faire en pilotage. Il faut bien retenir que c'est ce qui permet de dimensionner aussi à la juste mesure une installation, qui fait partie du conseil que nous donnons. Les derniers slides, ce sont, j'en ai parlé tout à l'heure en tant qu'opérateur de mobilité, donc nous proposons un pass qui permet de se recharger en dehors des réseaux opérés par un opérateur, donc sur tous les réseaux. Et ce qui est important pour rouler sereinement, c'est de pouvoir savoir quand on va pouvoir se recharger. Donc ça, c'est très important. On peut mettre des filtres de compatibilité sur l'appli Easivia. Si vous avez une Nissan, si votre prise c'est du CHAdeMO, ben vous le mettez et vous n'aurez que les bornes qui vous concernent qui apparaissent. Bien sûr, on va vous dire à quelle heure de quelle heure à quelle heure cette borne est ouverte, pour pas risquer une panne, ne pas se diriger vers une station qui serait fermée. Les prix, puisqu'on peut aussi faire son choix, à quel prix on se recharge. Les prix sont décidés à chaque fois par les propriétaires de bornes, hein, pas par l'opérateur de mobilité. Les prix sont vraiment fixés par les propriétaires des réseaux. Donc, c'est important de les donner aux conducteurs. Et puis, une fois qu'on a un compte, une fois qu'on a un pass, on n'est pas aveugle, justement. On suit ses consommations en temps réel. On a des notifications, charge démarrée, charge terminée, durée de la charge, prix de la charge. Donc, on peut tout à fait piloter son utilisation. Et on retrouve les mêmes types d'informations sur le réseau si on veut aussi planifier ses déplacements. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur la recharge, ses services et avec un petit focus sur le pilotage. Voilà. Merci Catherine pour cette présentation très claire. Donc, il y a des questions qu'on va prendre. On peut peut-être arrêter le partage. Voilà, je vais le. Ah ben vous l'avez fait, superbe. Donc il y avait donc sur les aides. Si j'ai bien compris aujourd'hui, d'ailleurs il y avait une remarque de Patrick, si j'ai bien compris aujourd'hui on est environ à 40-50% d'aide. Alors si on prend en tertiaire, 40. En tertiaire, c'est maximum 40. En tertiaire, c'est limité à 40, hein, oui. À 40% d'aide. Alors, est-ce que on peut combiner, alors ça c'est Julien qui nous fait cette remarque-là, est-ce qu'on peut combiner la subvention pour la borne et la subvention à devenir pour l'installation collective de l'immeuble? Alors, c'est peut-être dans les immeubles résidentiels. Oui, alors comme c'était une préparation tertiaire, je n'ai pas les réponses sur le B2C, excusez-moi. Oui, là on est peut-être dans le tertiaire parce qu'effectivement il y a des subventions à devenir. Je sais qu'il existe aussi dans le résidentiel, dans les copropriétés. Les subventions, c'est que ça ne se combine pas. Il faut choisir, effectivement, pour le tertiaire, il y a des subventions, pour les collectivités, il y en a d'autres, et pour le logement collectif, il y a encore d'autres subventions. Là, je vous ai parlé du tertiaire, donc c'est 1 000 €, et c'est 360 € de plus avec le pilotage énergétique. Et ça, c'est un maximum. Il faut prendre le devis, et le prix du matériel plus l'installation, on fait 40%. Et donc, si c'est inférieur à 1 360, vous aurez
moins de 2360. C'est un Ouais. cumul des deux conditions. Jean-Mathieu qui nous pose la question, qui est propriétaire des bornes, responsable de la maintenance et du dépannage. Ça, vous l'aviez un peu précisé, mais pour le redonner. Qui est le propriétaire des bornes? Qui est propriétaire des bornes, oui. Celui qui les achète. Oui. Donc il y a des bornes qui sont en location. Écoutez, la plupart des bornes sont vendues. On peut proposer de la location, effectivement. Et à la fin du système de leasing de location, le client peut devenir propriétaire de ses bornes, ce qui fait en général, c'est rare qu'il enlève sa borne pour la restituer. Donc, en fin de leasing, il devient propriétaire de sa location. Ouais. Donc, en général, nous, on est les opérateurs, on n'est pas propriétaire de nos bornes. Il peut arriver qu'on possède des réseaux, qu'on soit propriétaire, mais là, le cas exposé, c'est le tertiaire. Le client, c'est celui qui occupe le bâtiment. Donc, ça peut être soit l'exploitant, le property manager, le locataire. Enfin, donc, celui qui va acheter les bornes deviendra le propriétaire. Ce n'est pas pour revenir sur le service, vous parliez des services des parkings de commerce, hein, notamment. Oui. Finalement, si j'ai bien compris, c'est que le propriétaire peut décider ou d'offrir l'usage de la borne, Oui. et donc ou alors peut offrir, disons, la possibilité de se brancher, mais c'est le particulier qui va directement payer. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. En fait, le propriétaire de la borne, donc celui qui achète la borne, peut décider, si c'est une entreprise qui va offrir la recharge à ses salariés, ou pour sa flotte, c'est évident, il va l'offrir. Et pour un commerce, c'est pareil. Il peut décider que c'est un service qui veut attirer et fidéliser ses consommateurs, il peut offrir la recharge. Par contre, s'il souhaite rendre cette borne payante, c'est lui qui décide. Nous, on est effectivement opérateur et on exécute, et bien sûr, on conseille, mais on met en place une tarification uniquement si le client le demande. Oui. Il y a une question de Patrick qui pose, en cas de vente du lot bâti, finalement, qu'est-ce qui se passe pour la borne et le service qui sont associés? Finalement, c'est un changement de propriétaire. Est-ce qu'on peut arrêter le service quand on vend? Alors, c'est des questions, effectivement. En fait, nous, on a un client à qui on a adressé un devis. Ouais. Si ce client vend, il vend les bornes avec. Ouais. Et donc, le nouveau propriétaire du bâti devient propriétaire des bornes. Et en général, comme les gens veulent la prime advenir, les services, notamment de maintenance, sont pour 3 ans. Il faut une obligation parce que c'est une prime contre maintenance préventive pendant 3 ans. Donc, si le contrat n'est pas terminé, il faut le continuer pendant 3 ans. Sinon, il y a rupture de l'engagement avec advenir. Ouais. Oui, donc finalement, le nouveau propriétaire récupère à la fois la borne et le service associé. Oui. Au niveau, juste une précision sur les vitesses de recharge, vous avez précisé que c'est les bornes de 7 kW, hein, qui sont le standard, entre guillemets, pour une voiture standard aussi. C'est quoi, ça donne quoi comme vitesse de recharge? Ça dépend de l'usage, hein, c'est ce que je disais. Si vous avez besoin de vous recharger sur de l'itinérance, en déplacement, et qu'il faut vous recharger très rapidement avant de repartir, le principe de la station essence, à ce moment-là, on passe sur des bornes rapides de plus de 50 kg et en une demi-heure, vous pouvez recharger 120 km. Là, on parlait du cas du tertiaire, donc on n'est pas du tout dans ce cas-là. On est dans le cas de flottes qui peuvent, par exemple, très souvent, les flottes, c'est même le cas, elles doivent rentrer le soir, donc elles sont toute la nuit pour se recharger, donc même une borne de 3 kg suffit, puisqu'on recharge à peu près 25 km par heure. Et donc avec une borne de 7 kg, on va recharger en 1 heure 50 km. Donc même pour des déplacements dans la journée, vous voyez, en 1 heure, on recharge 50 km. L'ADEME nous dit que la moyenne de circulation en France est de 35 km par jour. Ouais. Voilà, donc on est vraiment, c'est pour ça que j'insiste, très souvent par peur ou méconnaissance, ou parce que peut-être certains fabricants poussent un peu à l'achat, on va se sécuriser en prenant des bornes de forte puissance. Non, vous voyez, 35 km par jour en moyenne, je recharge 50 km en 1 heure sur une 7 kg. Je pense qu'il n'y a pas besoin dans cet usage-là, une fois de plus, chaque usage est différent. Là, on est sur le tertiaire, sur des véhicules qui stationnent. Et même pour des supermarchés, très souvent,
Ce qu'ils veulent, c'est offrir une recharge d'appoint à leurs consommateurs. Le consommateur va faire ses courses entre 1 heure et 2 heures, très souvent 2 heures dans les grandes surfaces, c'est ce qu'ils nous disent. Donc finalement, en 2 heures, il recharge 100 km. C'est même plus que de l'appoint, c'est de la consommation de 3 jours. Ouais. En termes de la question que je voulais vous poser, est-ce que vous avez, avec le Covid aussi, vous avez, comme le précisait Alexandre, c'est effectivement, on voit que il y a une émergence, en tout cas le véhicule électrique va être poussé fortement. Est-ce que vous avez beaucoup plus de demandes là depuis la reprise de la part des clients? Alors, en fait, on avait déjà énormément de demandes avant le Covid. Ouais. Pendant la période du Covid, on a connu un ralentissement des projets, en fait. Et au sortir du Covid, cela reprend, mais on n'est pas, je pense qu'on est encore sur l'effet des annonces du gouvernement, donc il faut attendre après les annonces les achats de véhicules électriques. Donc je pense que la vague va arriver plutôt devant nous. Voilà. Ouais. On a le véhicule to grid. Là, j'avais une question. Je voulais revenir là-dessus sur le véhicule to grid. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui fonctionne à travers les bornes ou sur lequel il y a des demandes aujourd'hui ou ça reste encore complètement marginal, inexistant? C'est-à-dire que je me sers de mon véhicule, je le recharge et Oui, puis oui, au tout à moment fait. où vous connaissez bien le sujet. Oui, oui, oui. Moi, j'ai pas présenté cette offre. C'est une offre. Nous avons une autre filiale amie qui s'appelle Drive dans le Ouais, groupe EDF et qui a conçu des logiciels spécialisés justement pour que la batterie serve de stockage au réseau, avec ce que je disais tout à l'heure, soit dans un seul sens, soit dans les deux sens, soit servir de batterie de stockage, soit décharger au bon moment. On a les deux possibilités, V1G ou V2G. Et nous avons repris donc chez Isivia la commercialisation de cette offre. Alors pour être honnête, il n'y a pas de demande spontanée, il n'y a pas de déferlement sur le sujet, mais c'est vraiment l'avenir. On peut se dire qu'aujourd'hui, il y a encore peu de véhicules électriques, mais si on arrive au taux prévu, ça sera vraiment des centaines, des milliers, des millions de batteries disponibles pour le réseau. Donc c'est important dès aujourd'hui de savoir traiter cette technologie et préparer l'avenir qui finalement est là dans quelques années. ouais. On voit les multi-usages de véhicules. Alors là, je reviens sur les véhicules vélos, scooters. Aujourd'hui, est-ce que sur les bornes, on peut brancher tous ces types de véhicules ou c'est Oui, uniquement il y a la juste avoir voiture? une prise domestique. Donc avec la prise domestique, on peut recharger ce type de véhicule. Ouais. Oui, là, on se sert plutôt des prises domestiques et puis finalement peut-être Ah oui, il n'y a le pas du perso, tout besoin de bornes. ouais. N'achetez pas de bornes pour votre vélo électrique. Ouais. Et puis les gens rechargent peut-être plus chez eux aussi Oui, oui, à complètement. domicile, hein. Mais bon, c'est un L'usage. service qui est offert. C'est vrai que c'est prévu pour les voitures, mais il y a la borne. Il y a toujours une prise pour recharger ce type de véhicule. Non, mais on pourrait imaginer aussi qu'il y a des vélos, vous savez, cargo, sur lesquels ils sont rechargés au bureau, mais une prise classique suffit. Je voyais une dernière question. Renforcée. Une prise renforcée, oui. Une prise en forcé. Une dernière question qui est de Judith, qui a posé 2 fois d'ailleurs cette question. Donc, c'est vous dire si elle tenait à la réponse. Pouvez-vous préciser les droits ouverts par la mise en œuvre des places d'autopartage? Est-ce que vous avez, Non, je ne connais pas Alexandre, ce sujet. Nous ne sommes pas une société d'autopartage. Je suis désolée, je ne connais pas. Alexandre le précisait tout à l'heure, mais peut-être c'était plus pour Alexandre. C'était effectivement quand on met en place de l'autopartage, ça limite l'obligation en termes de pourcentage du nombre d'installations de bornes. Je pense que c'était cette question que posait Judith, mais on demandera à Alexandre de venir vous répondre directement, Judith. Voilà, je crois on a fait le tour de cette présentation. Merci beaucoup, Merci à vous. Catherine Chabrol pour Isivia pour votre présentation très claire, en tout cas. On sent que le marché est en pleine effervescence et en pleine croissance et pour cause. Il faut sortir des énergies carbonées. C'est une nécessité. On en parlait en C'est clair. préambule et vous parliez de l'avenir aussi avec les véhicules to grid. Et il faut se préparer à ce que C'est ça. le Il faut se véhicule préparer aussi dès serve. Donc, aujourd'hui. vous êtes sur un marché d'avenir. Je pense Merci aussi. à